Avril 1943. Un train entre en gare à Memphis, dans le Tennessee. La station est bondée. Des drapeaux flottent. Des fanfares jouent des marches patriotiques. Les flashs des appareils photos de la presse éclatent comme des lucioles. La foule attend un héros. Ils attendent le lieutenant-général Lloyd R. Fredendall, de retour de la guerre, en Afrique du Nord. Les journaux l'ont salué comme un conquérant. Ils l'appellent l'homme qui a dirigé les débarquements américains en Afrique du Nord. Ils le décrivent comme un général, combattant un homme d'action, un homme qui a tenu tête aux nazis et qui est rentré au pays pour former la prochaine génération de soldats. Lorsque Fredendall descend du train, il a l'allure requise. C'est un homme de petite taille trapue, mais il se porte avec assurance. Il parade. Il parle d'une voix forte et tonitruante. Il accepte les acclamations. Il accepte la promotion au grade de lieutenant-général, les 3 étoiles qu'on vient de lui remettre. Il accepte le commandement de la 2e armée, chargée de former des centaines de milliers d'hommes. Pour le public américain, c'est un moment de triomphe. Mais à des milliers de kilomètres de là, dans un quartier général, poussiéreux en Tunisie, Dwight D. Eisenhower se frotte le front, essayant d'oublier que Lloyd Fredendall a jamais existé, car la scène de Memphis est un mensonge. Un immense mensonge soutenu par l'État. Lloyd Fredendall n'était pas un héros. C'était un désastre. Il était sans doute le général le plus incompétent, le plus destructeur et le plus haï à avoir jamais porté l'uniforme américain durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas rentré parce qu'il avait accompli sa mission. Il est rentré parce qu'Eisenhower a dû le renvoyer avant qu'il ne fasse tuer l'intégralité du 2e corps américain, pendant que les fanfares jouaient à Memphis. Des soldats américains étaient enterrés dans des tombes peu profondes au col de Kasserine, parce que Fredendall était trop occupé à se construire un palais privé pour les diriger. Pendant que la presse le couvrait d'éloges, ses propres subordonnés le traitèrent de lâche un commandant qui dirigeait depuis un trou creusé dans le sol à plus de 70 miles derrière les lignes de front. C'est l'histoire de l'homme qu'Eisenhower considéra d'abord comme l'un des meilleurs avant de comprendre qu'il était en réalité le pire. C'est l'histoire du bunker de Speedy Valley, des Walking Boys et de l'échec catastrophique du col de Kasserine. C'est l'histoire de la manière dont l'armée américaine a failli perdre sa première bataille contre Hitler, non pas à cause de l'ennemi, mais à cause de l'homme qui l'a commandé. Comment un homme comme celui-là a-t-il pu accéder au pouvoir? C'est la question que les historiens se posent depuis 80 ans. Comment un homme, si inapte au commandement, a-t-il pu être placé à la tête de 30 000 soldats américains? La réponse se trouve dans la tromperie des apparences. Lloyd Fredendall avait l'air d'un général. Il parlait comme un général. Il avait une mâchoire agressivement proéminente. Il utilisait un argot dur et rugueux. Il était bruyant. Il avait des opinions tranchées. Le général George Marshall, chef d'état-major de l'armée, l'homme qui choisissait les chefs, l'appréciait. Marshall décrivait Fredendall comme ayant la détermination inscrite sur tout son visage. Lors des manœuvres d'avant-guerre de 1941, Fredendall s'était bien comporté. Il était compétent en administration. Il savait déplacer des unités sur une carte lors des exercices d'entraînement. Ainsi, lorsque l'opération Torch, l'invasion de l'Afrique du Nord, fut planifiée en 1942, Marshall plaça le nom de Fredendall en tête de liste. Eisenhower, alors commandant suprême, faisait confiance à Marshall. Il lui écrivit une lettre disant « J'ai béni le jour où vous m'avez recommandé Fredendall. » Laissons ces mots résonner un instant.
j'ai béni le jour. C'est peut-être la phrase la plus ironique qu'Eisenhower ait jamais écrite. En novembre 1942, Fredendall dirigea la force opérationnelle centrale lors du débarquement à Oran, en Algérie. Ce fut un succès. Les troupes débarquèrent. Les forces françaises de Vichy se rendirent. Fredendall reçut la Distinguished Service Medal. Sa réputation atteignit des sommets, mais les fissures étaient déjà là. Il suffisait de regarder d'un peu plus près pour les voir. D'abord, il y avait son attitude envers ses alliés. Fredendall ne se contentait pas de ne pas aimer les Britanniques, il les détestait. C'était un anglophobe virulent. Dans une guerre de coalition où Américains et Britanniques devaient combattre côte à côte, Fredendall ne cachait en rien son mépris pour les officiers britanniques. Il refusait de leur parler dès qu'il pouvait l'éviter. Mais il ne haïssait pas seulement les Britanniques. Il haïssait aussi les Français. Et pire encore, il semblait détester ses propres subordonnés. Fredendall était un homme qui gouvernait par la peur et l'exclusion. Il ne voulait pas de conseils, il voulait de l'obéissance. Il nourrissait une vendetta particulière contre le major général Orlando Ward, commandant de la 1re division blindée. Ward était un soldat réfléchi et intellectuel, diplômé de West Point, un homme soucieux de tactique. Fredendall le considérait comme faible. Il l'intimidait, il le contournait. Il donnait des ordres directement à ses subordonnés, sapant son autorité. Il traitait le commandant des forces blindées américaines comme un simple garçon de course. Et puis, il y avait son langage. La plupart des généraux donnent des ordres dans un langage militaire clair et précis. Déplacer le 2e bataillon sur la colline 405. La clarté en temps de guerre, c'est la vie. Fredendall lui parlait dans un code étrange de sa propre invention. Il pensait être malin, cherchant à dérouter les Allemands, susceptible d'écouter les communications radio, mais il ne réussissait qu'à semer la confusion parmi ses propres hommes. Il ne disait pas « infanterie ». Il les appelait les « walking boys ». Il ne disait pas « artillerie ». Il les appelait les « pop guns ». Il ne disait pas « chars ». Il les appelait les « big fellows ». Imaginez être opérateur radio, au milieu d'une bataille, les obus explosant tout autour de vous, et entendre votre commandant de corps hurler à travers les parasites. Déplacez les walking boys vers l'endroit qui commence par un C, et faites aider les pop guns, les big fellows. Ce n'était pas amusant, c'était dangereux. Cela révélait un esprit qui ne prenait pas au sérieux la complexité de la guerre moderne. Cela révélait un homme qui jouait aux soldats, utilisant un jargon de cow-boy pour masquer le fait qu'il ne savait pas comment déployer une division. Mais le signal d'alarme le plus grave n'était pas son langage, c'était son emplacement. Alors que les Américains avançaient vers l'Est, en Tunisie, se préparant à affronter les Allemands pour la première fois, Fredendall fit quelque chose d'inédit. Il s'arrêta. Il trouva un ravin près de la ville de Tébessa. Il se trouvait à 70 miles derrière les lignes de front. Un canyon sûr et isolé, appelé Speedy Valley. Et là, tandis que ses hommes dormaient dans la boue et la pluie, au front, Lloyd Fredendall commença à bâtir un royaume. Pour comprendre l'ampleur de l'échec de Fredendall, il faut visiter Speedy Valley. La plupart des généraux de la Seconde Guerre mondiale commandaient depuis des postes de commandement avancés. Patton Rommel, Montgomery, ils voulaient être près de l'action. Ils voulaient voir le terrain. Ils voulaient sentir la bataille. Fredendall, lui, voulait être en sécurité. Il était obsédé par l'idée des attaques aériennes allemandes. Il était terrorisé par la Luftwaffe. Il ordonna donc au 19e régiment du génie 200 hommes qui auraient dû construire des ponts ou poser des champs de mines d'eau front de revenir à Tébessa.
Il leur ordonna de creuser un quartier général dans la roche solide. Pendant des semaines, les ingénieurs forèrent et dynamitèrent. Ils creusèrent 2 vastes complexes de tunnels, en forme de U, dans le flanc du ravin. Ils ne se contentèrent pas de simples trous de combat. Ils bâtirent une ville souterraine. Elle avait l'électricité, elle avait des systèmes de ventilation, elle avait des bureaux, elle avait des quartiers d'habitation. Fredendall consacra un bataillon entier de défense anti-aérienne à la protection de son ravin. Il encercla son quartier général de barbelés. Il mit en place de lourdes patrouilles de sécurité, non pour arrêter des commandos allemands, mais pour empêcher quiconque de venir le déranger. Les troupes l'appelèrent Shangri-La. Elle abaissant que l'appelèrent aussi le tout dernier refuge de Lloyd. C'était une honte. Le général Omar Bradley, qui visita le site, le qualifia plus tard de honte pour chaque soldat américain. Pendant que Fredendall était assis dans son bunker à 70 miles de la réalité de la guerre, il tenta de commander par téléphone et par radio. Il se rendait rarement au front. Il ne faisait presque jamais de reconnaissance. Il regardait des cartes accrochées au mur d'un tunnel et donnait des ordres pour un terrain qu'il n'avait jamais vu. Il appelait ses commandants de division et leur donnait des instructions rigides et microscopiques. Placez une mitrailleuse, ici, placez un char, là. Il micro-gérait la guerre depuis une distance de 3 heures de route. Une anecdote résume l'atmosphère de Speedy Valley. Un officier d'artillerie fut convoqué pour voir le général. Il parcourut tout le trajet depuis le front et, couvert de boue, épuisé, terrorisé par les bombardiers en piqué Stuka qu'il avait affrontés sur la route. Lorsqu'il arriva au bunker, on le fit attendre. Pourquoi? Parce que le général Fredendall finissait son dîner. Et pas seulement des rations. Le général mangeait du bœuf et de la glace. L'officier attendit, pendant que le commandant du corps savourait son dessert à l'abri de son tunnel. Voilà à quoi ressemblait le commandement du 2e corps américain en janvier 1943. Un homme caché dans un trou, parlant en code, mangeant de la glace et haïssant ses alliés. Et de l'autre côté des lignes observant et attendant se trouvait un tout autre type de général. Un homme qui commandait depuis l'avant d'un char. Un homme que les Britanniques appelaient le renard du désert, Erwin Rommel. Rommel savait que les Américains étaient inexpérimentés. Il savait qu'ils étaient trop étirés. Et grâce à ses renseignements, il savait que leur commandant était incompétent. Rommel regarda la carte. Il vit les positions américaines. Fredendall avait commis le péché capital de la guerre blindée. Il avait divisé ses forces. Au lieu de conserver ses chars groupés en un point massif, une réserve mobile capable de frapper en retour, il les avait dispersés. Il les avait éparpillés dans le désert, en petits paquets insignifiants. Une compagnie ici, un bataillon là. Il avait placé son infanterie au sommet de collines Djebel Essouda, Djebel Ksaïra, où elles étaient isolées, incapables de se soutenir mutuellement. Elles étaient des canards assis. Rommel vit les brèches. Il vit la faiblesse et décida d'enseigner aux Américains une leçon qu'il n'oublierait jamais. La leçon commença le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 1943. Le lieu était un carrefour poussiéreux, près du village de Sidi Bouzid. Fredendall était dans son bunker à 70 miles de là. Il avait donné ses ordres. Il avait dit à Orlando Ward exactement où placer chaque char. Il avait ordonné à l'infanterie de s'enterrer sur les collines. Il se sentait en sécurité. Puis, la tempête de sable se dissipa. Sortirent, de la poussière, les 10e et 21e divisions blindées allemandes, des vétérans des tueurs endurcis, qui combattaient les Britanniques depuis 2 ans. Ils conduisaient des chars tigres, des monstres capables de détruire un Sherman
à plus d'1 kilomètre. Les Allemands ne se contentèrent pas d'attaquer, ils déferlèrent. Ils contournèrent l'infanterie américaine, coincée sur les sommets. Ils l'encerclèrent. Le général Ward, voyant le désastre se dérouler sous ses yeux, supplia Fredendall de lui donner l'autorisation de manœuvrer. Il voulait concentrer ses chars. Il voulait contre-attaquer. Fredendall, regardant sa carte dans son bunker, dit « non ». Il ordonna à Ward de tenir sa position. Il donna des ordres qui n'avaient aucun sens. Lorsque Fredendall autorisa finalement une contre-attaque le lendemain, ce fut une mission suicide. Il ordonna à un seul bataillon de chars commandé par le lieutenant-colonel James Alger de charger droit dans les mâchoires de l'ensemble de l'armée allemande. Ce fut la charge de la brigade légère, mais avec des chars. Depuis les hauteurs, l'infanterie américaine, piégée, regarda avec horreur. Elle vit les Sherman américains traverser la plaine, à découvert. Elle vit les canons allemands de 80 mm, les meilleurs canons anti-chars du monde, ouvrir le feu. Ce n'était pas une bataille, c'était un exercice de tir. En quelques minutes, des dizaines de chars américains brûlaient. Le bataillon fut anéanti. La réaction de Fredendall fut de rejeter la faute sur Ward. Il blâma les Britanniques pour ne pas être venus en aide. Il blâma tout le monde, sauf lui-même. Il envoya un message au quartier général d'Eisenhower. Il ne dit pas « j'ai fait une erreur ». Il ne dit pas « nous sommes en train d'être submergés ». Il utilisa son code ridicule. Il transmit par radio « nous avons perdu les Big Fellows, les Walking Boys sont en difficulté ». Eisenhower, assis à Alger, était déconcerté. Il tenta d'obtenir une image claire de la situation, mais Fredendall était déjà mentalement en train de décrocher. La défaite de Sidi Bouzid était grave, mais ce qui suivit fut pire. Les Américains battirent en retraite. Ils se replièrent vers le col de Kasserine. C'était un étroit passage dans les montagnes de l'Atlas, un goulet d'étranglement défensif parfait. S'ils tenaient le col, ils pouvaient arrêter Rommel. Mais Fredendall n'alla pas au col. Il resta à Speedy Valley. Il envoya son subordonné, le colonel Alexander Stark, tenir la ligne et lui donna un ordre passé à la postérité pour son incroyable bravade inutile. Fredendall dit à Stark « Je veux que vous alliez à Kasserine et que vous fassiez un Stonewall Jackson. » Un Stonewall Jackson, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire tenir comme un mur de pierre, flanquer l'ennemi, se faire tirer dessus par ses propres hommes? C'était une phrase hollywoodienne, vide de sens. Elle n'offrait aucune directive tactique, aucun soutien. Ce n'était que de la fanfaronnade. Stark se rendit au col, mais la confusion fut totale. Les unités étaient mélangées. Personne ne savait qui commandait. Les Britanniques se disputaient avec les Américains. Les Français se disputaient avec les Britanniques. Et le 19 février, Rommel frappa le col. Il pleuvait une pluie hivernale froide et misérable. L'infanterie allemande infiltra les collines pendant la nuit. Elle s'empara des hauteurs. Puis les panzers dévalèrent la route. Les lignes américaines à Kasserine s'effondrèrent. La panique s'installa. C'est la partie de la guerre que nous n'aimons pas évoquer. Nous aimons imaginer les soldats américains comme des héros stoïques. Mais à Kasserine, ils étaient des garçons mal entraînés et mal commandés face à la terreur. Ils s'enfuirent. Ce fut une déroute. Des camions fuyaient dans le mauvais sens. Des canons furent abandonnés dans la boue. Des officiers arrachèrent leurs insignes de grade pour ne pas être identifiés par les tireurs embusqués. La route vers Tébessa, la route menant au bunker de Fredendall, était encombrée de véhicules en fuite. Rommel avait percé. Il se trouvait désormais derrière les lignes alliées. Il menaçait de détruire l'énorme dépôt logistique de Tébessa. S'il s'en emparait, l'invasion alliée
risquait d'échouer complètement. À Speedy Valley, l'atmosphère était apocalyptique. Fredendall n'était plus le dur fanfaron. Il était terrifié. Il était convaincu que Rommel venait personnellement pour lui. Il ordonna à son état-major de se préparer à évacuer. Il commença à faire ses bagages. Il ne pensait pas à stabiliser la ligne. Il pensait à sauver son quartier général. Il appela Eisenhower. Sa voix tremblait. Il dit « Général, je crains que nous ayons perdu la première division blindée. » Ce n'était pas vrai. La première division blindée était durement touchée, mais elle combattait encore. Mais Fredendall avait abandonné. Eisenhower comprit enfin la vérité. L'homme qu'il avait béni était devenu un fardeau. Il envoya quelqu'un pour vérifier la situation auprès de Fredendall. Il envoya le major général Ernest Harmon. Harmon était un commandant de char, un guerrier bourru, à la voix rocailleuse, qui ne supportait pas les absurdités. Ike lui dit « Allez-y, prenez le commandement. Si vous devez relever Fredendall, faites-le. Arrêtez simplement les Allemands. » Harmon traversa le chaos. Il arriva à Speedy Valley à 3 heures du matin. Il entra dans le bunker. Il s'attendait à trouver une salle d'opération en pleine effervescence. Il s'attendait à trouver un général maîtrisant la situation. À la place, il trouva Lloyd Fredendall, assis sur une caisse en train de boire du bourbon. Fredendall leva les yeux. Ils étaient rouges. Il était mal rasé. Il ressemblait à un homme brisé. Il regarda Harmon et demanda « Ernie, ils t'ont eu, toi aussi ?» Harmon le regarda avec dégoût. Il demanda la carte de situation. Fredendall fit un vague geste de la main. Il ne savait pas où se trouvaient ces unités. Il ne savait pas où étaient les Allemands. Puis Fredendall prononça les mots qui scellèrent son destin. Il se leva, tendit la carte à Harmon et dit « La fête est à toi, Ernie. » Puis il alla se coucher. Il s'endormit pendant que son corps d'armée était en train d'être détruit. Harmon prit le commandement. Il ne dormit pas. Il se mit à la radio. Il se rendit au front. Il rallia l'artillerie. Il organisa la défense. Il travailla avec les Britanniques. En 48 heures, l'avance allemande fut stoppée. Rommel, trop étiré et à court de carburant, commença à se replier. La crise était passée, mais le règlement de compte ne faisait que commencer. Harmon retourna à Alger pour faire son rapport à Eisenhower. Eisenhower lui demanda sans détour « Que pensez-vous de Fredendall ?» Harmon ne mâcha pas ses mots. Il n'utilisa ni code ni argot. Il répondit « Général, il n'est bon à rien. Vous devriez le retirer de là. » Eisenhower savait que Harmon avait raison. Il devait renvoyer Fredendall, mais Eisenhower était aussi un homme politique. Il savait que limoger un général américain de haut rang après la première grande bataille de la guerre serait un désastre en termes d'opinion publique. Cela donnerait l'impression que les Américains étaient incompétents. Cela nuirait au moral à l'arrière. Il décida donc d'agir discrètement. Mais d'abord, il lui fallait un remplaçant. Il lui fallait quelqu'un à l'opposé de Fredendall. Quelqu'un qui quitterait le bunker pour aller au front. Quelqu'un qui donnerait un coup de pied aux soldats pour les faire se battre. Il envoya chercher George Patton. Patton arriva au quartier général du 2e corps le 6 mars. La scène du transfert de commandement est devenue légendaire. Patton entra dans le bunker. Il portait son casque poli, ses pistolets, à crosse d'ivoire, ses bottes montantes. Il ressemblait à un dieu de la guerre. Il trouva Fredendall au petit déjeuner. Fredendall était en train de manger. Il leva les yeux vers Patton. Il tenta d'être décontracté. Il tenta de faire comme s'il ne s'agissait que d'une rotation de routine. Patton se montra d'abord poli. Il nota dans son journal que Fredendall s'était bien comporté.
Mais dès que Fred Andal partit montant dans sa voiture pour rejoindre l'aérodrome et rentrer aux États-Unis, Patton regarda autour de lui dans le quartier général. Il vit l'absence de discipline. Il vit les uniformes négligés. Il vit le défaitisme. Patton écrivit dans son journal « Je ne vois pas ce que Fred Andal a fait pour justifier son existence. » Il ordonna immédiatement la fermeture du bunker. Il interdit à quiconque de vivre sous terre. Il ordonna à chaque officier de porter en permanence une cravate et un casque. Il les sanctionnait s'ils ne le faisaient pas. Il leur dit « Si vous devez mourir, vous mourrez en ayant l'air de soldat. » Quant à Fred Andal, il rentra aux États-Unis par avion. Et c'est ici que l'histoire devient véritablement révoltante. Eisenhower ne le rétrograda pas. Il ne le traduisit pas en cour martiale. Il envoya un rapport au président Roosevelt suggérant que Fred Andal soit affecté à un commandement d'instruction, car il y était mieux adapté. Le département de la guerre maquilla l'histoire. Ils ne pouvaient pas admettre que leur principal général en Afrique avait été un échec. Ils le présentèrent donc comme un héros, ayant accompli sa mission d'organisation du corps, et désormais nécessaire au pays pour entraîner le reste de l'armée. Lorsque Fred Andal arriva à Memphis, il fut traité comme un roi conquérant. Le maire l'accueillit. Il y eut un défilé. Les journaux publièrent des manchettes élogieuses. Il fut promu lieutenant général. Il ajouta une 3e étoile à son uniforme. Il passa le reste de la guerre à Memphis, à commander la 2e armée. Il forma des troupes. Et à en croire les témoignages, il était effectivement bon dans ce rôle. Il était efficace dans l'administration. Il était bon dans les exercices et les manœuvres. Tant que l'ennemi ne tirait pas, Lloyd Fred Andal était un général compétent. Mais il ne vit plus jamais le combat. Il prit sa retraite en 1946. Il vécut le reste de sa vie dans une retraite discrète. Il mourut en 1963, mais il n'échappa jamais au jugement de l'histoire. Pourquoi cette histoire est-elle importante? Parce que le col de Kasserine fut le creuset de l'armée américaine. Ce fut le moment où l'armée des États-Unis grandit. Eisenhower y apprit une leçon brutale. On ne peut pas se fier à la réputation d'un homme. On ne peut pas se fier à son allure dans un uniforme. On doit se fier à ses résultats. Il comprit qu'il avait été trop indulgent. Il écrivit plus tard à Marshall pour admettre son erreur. Il déclara avoir laissé des sentiments personnels et d'anciennes amitiés troubler son jugement. Après, Fred Andal Eisenhower devint impitoyable. Il limogea les généraux qui échouaient. Il écarta les commandants qui hésitaient. Il comprit que la vie de milliers de garçons de 19 ans comptait davantage que la carrière d'un général de 50 ans. Lloyd Fred Andal avait servi à quelque chose. Il était un mauvais exemple. Il était l'avertissement. Chaque officier américain qui lui succéda connaissait l'histoire de Speedy Valley. Ils connaissèrent l'histoire du bunker. Et ils savaient que s'ils creusaient un jour un trou à 70 miles du front pour s'y cacher, George Patton viendrait leur prendre leur poste. Les bunkers de Speedy Valley existent toujours, d'ailleurs. Vous pouvez encore aller en Tunisie pour les voir. Ils sont désormais vides, remplis de sable et de scorpions. Ils se dressent comme un monument à la mauvaise manière de commander. Un monument au général qu'Ick regretta d'avoir recruté. Et quelque part dans le vent du désert, si vous écoutez attentivement, vous pourriez encore entendre la voix fantomatique d'un opérateur radio confus, essayant de comprendre où déplacer les pop guns et les walking boys pendant que son commandant mange de la glace dans son bunker.